Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast OnlyNov. Aujourd'hui, on avait envie de parler d'un sujet qu'on accompagne très régulièrement chez OnlyNov, les levées de fonds. Quand on parle de ce type de financement, on pense tout de suite aux investisseurs, au pitch, à la valorisation, aux négociations. Mais il y a un sujet qui arrive souvent, beaucoup plus tard dans les discussions, alors qu'il devrait être abordé bien plus tôt. C'est la protection de l'entreprise. Alors aujourd'hui, la question que nous nous sommes posée avec Quentin, qui m'accompagne sur cet épisode aujourd'hui, est la suivante. Pourquoi l'assurance ne s'improvise pas dans le cadre d'une levée de fonds? Bonjour Quentin. Bonjour Maë et bonjour à tous. Effectivement, pour rebondir sur ton introduction, c'est assez paradoxal, hein. Au moment où l'entreprise lève des fonds, l'entreprise et le dirigeant, ils s'apprêtent à prendre plus de risques à ce moment. Et qui dit levée de fonds, dit bien sûr accélération, on a de nouvelles responsabilités. Potentiellement, l'entreprise, si on parle d'une entreprise tech, elle va se lancer dans une nouvelle étape dans sa R&D, voire dans l'industrialisation de sa production. Elle peut également partir à la conquête de nouveaux marchés à l'international, ce qui implique que la levée de fonds, par essence, l'entreprise va investir. Elle va pouvoir également recruter, elle va signer de nouveaux contrats. Euh, on le voit au quotidien aujourd'hui, beaucoup de dirigeants traitent ces sujets de responsabilité après la levée de fonds. Alors que c'est tout l'inverse, c'est le moment où il doit être focus sur la croissance de l'entreprise et pas sur les sujets administratifs. Lorsqu'on a fini sa levée de fonds, on n'a pas envie de se remettre dans la mine. On a envie d'être focus et de dire ok, maintenant que j'ai ce financement-là, comment est-ce que je peux Mhm. accélérer? Oui, bien sûr. Alors qu'en réalité, une levée de fonds, c'est, comme tu l'as dit, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est presque l'inverse. Mm. C'est le début d'une nouvelle phase et cette nouvelle phase, elle mérite clairement d'être préparée. Voilà, très clairement. Et là, si on donne un exemple pour l'illustrer plus concrètement, pour rebondir, si on Mhm. imagine une start-up, je suis un éditeur de logiciels, je développe un logiciel SaaS, on est 10 collaborateurs avant la levée de fonds. Une fois que j'ai fini ma levée de fonds, je monte à 25, puis je monte à 40 collaborateurs, puis j'ouvre mon premier bureau à l'étranger, puis je vais signer avec mon premier grand compte qui va se développer à l'international. Du coup, mon chiffre d'affaires, automatiquement, il explose, mais en même temps que mon chiffre d'affaires explose et que j'atteins mes objectifs, bah, mes responsabilités, c'est plus du tout les mêmes. Oui, forcément. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de dirigeants anticipent très bien cette croissance sur le plan commercial. Ils vont préparer leur recrutement, préparer leur roadmap produit, Ouais. réfléchir à leur stratégie marketing. Mais ils pensent beaucoup moins à tout ce qui accompagne cette croissance. Ouais, et puis bah, la levée de fonds, c'est croissance rapide égale bah, nouvelle responsabilité rapide. Oui, et d'ailleurs, on entend souvent parler de due diligence financière. Les investisseurs, ils vont analyser les comptes de l'entreprise, les prévisions, la trésorerie, mais ils vont aussi regarder tout ce qui permet de sécuriser leur investissement, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, la due diligence, c'est un peu le gros mot. On entend beaucoup parler. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Déjà, il faut savoir que la due diligence, bien évidemment, elle va auditer toute la partie financière, toutes les prévisions et toute la structure d'entreprise. Et dans la due deal, il y a un volet qui est assurantiel. Oui. Et c'est à cette étape que l'investisseur, il a déjà validé l'idée, il a adhéré au projet qui a été porté par les dirigeants lors des premiers échanges. Mais après cette validation, lorsqu'il rentre dans la due deal, c'est qu'il a envie de mettre les mains dans le moteur. Mm. L'investisseur, très clairement, il finance pas une idée. Encore plus aujourd'hui, il finance une entreprise. Et l'entreprise, elle va être capable d'exécuter le plan de développement qu'elle a présenté lors des premiers échanges. Et c'est cette capacité, justement, à démontrer que les responsabilités de chacun sont sécurisées qui va permettre à l'investisseur de comprendre où il met son argent et pourquoi son investissement finalement est sécurisé. Et quand l'entreprise aujourd'hui est capable d'expliquer comment elle va protéger les dirigeants, comment elle va protéger son activité, les collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise, mais également ceux qui peuvent être prévus une fois la levée de fonds finalisée, comment elle va protéger ses données à l'heure de la cybersécurité, ça Bien c'est un sûr. vrai sujet. Et tout ça, ça montre qu'elle est structurée. Et ça illustre surtout la maturité des dirigeants face au risque. Oui, et finalement, ça envoie aussi un message, celui d'une entreprise qui ne va pas subir sa croissance, mais qui l'a Ouais, c'est préparée tout le déjà en sujet, amont. ouais. Et tu l'expliques très bien, il faut se pencher sur son programme d'assurance dès qu'on prépare sa levée de fonds. Mais finalement, de façon très concrète, qu'est-ce qu'il doit faire le dirigeant? Bon, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça sert à rien de présenter le programme d'assurance le plus complet, le plus robuste en amont. Mhm. C'est totalement inadapté parce qu'à ce moment-là, finalement, la croissance n'est pas encore enclenchée. Avant la levée de fonds, c'est pas une phase d'exécution, c'est une phase de préparation. À ce moment-là, le dirigeant, dans un premier temps, il doit évaluer les risques. Et lorsqu'il va évaluer les risques, euh, il faut qu'il coche deux objectifs. D'une part, il faut qu'il identifie les écarts qu'il a actuellement. Typiquement, l'entreprise, lorsqu'elle fait sa première levée de fonds, peut-être que c'est 5 ans après sa création. Et en 5 ans, il y a déjà plusieurs événements, plusieurs étapes de croissance qui ont été cochées. Est-ce que les assurances ont suivi pendant ces 5 ans, dans le cas de mon exemple? Bah, ça, c'est à cocher justement pour, après, réduire cet écart. Donc, on va D'accord. identifier les risques non couverts.
On va identifier les montants de garantie qui sont à faire évoluer. Et ça, on le fait avant la due deal que tu mentionnais juste avant. Donc avant de se lancer, il faut bien que le dirigeant puisse savoir identifier, cartographier les risques actuels et garder en anticipation justement les besoins futurs pour qu'il puisse renforcer la crédibilité du projet au moment où l'investisseur l'interrogera dessus. D'accord, donc finalement l'objectif ici c'est de faire le travail préparatoire avant la due diligence. Mais comment elle va se dérouler en fait? Donc, ce que tu dis, c'est on a fait le travail préparatoire que j'ai présenté, donc on vient finalement documenter le fait que lorsqu'on va commencer la due diligence, on a tout mis en place pour être bon dans notre maturité face au risque. Si on reste focus sur vraiment comment se déroule la due deal, elle va permettre aux investisseurs, la finalité, c'est d'avoir un rapport pour avoir une vraie évaluation sur la solidité de l'entreprise, D'accord. notamment face aux imprévus. Euh, si on la résume, il y a 4-5 étapes, hein. C'est l'analyse des polices existantes, l'identification des risques non couverts, l'évaluation des coûts, donc ça en termes d'investissement et de PNL ça va être important, et l'efficacité des garanties pour le coût qui est en face. Euh, et ensuite on rentre dans une partie un peu plus active qui est l'ajustement des polices si nécessaire, à la demande des dirigeants et à la demande également des investisseurs. Et puis après on documente un rapport final. Et comme Ok. j'expliquais, si on a anticipé cette due deal, d'une part, on a gagné un temps précieux lorsqu'on rentre dans un temps d'exécution, et d'autre part, les ajustements de dernière minute, qui eux peuvent être coûteux, et on les limite énormément, puisqu'on est dans un temps de préparation et pas dans un temps où on subit justement le rythme et les exigences que peuvent avoir les investisseurs. D'accord, je vois. Et les investisseurs justement, est-ce qu'ils peuvent exiger certains ajustements pendant les négociations? Bah oui, une responsabilité des dirigeants va pouvoir être plus importante. Il va notamment demander des montants de garantie qui puissent être en conséquence de l'investissement qui va être fait dans l'entreprise. Je parlais de données tout à l'heure et on parlait de cybersécurité, qui est un vrai sujet, d'autant plus avec les gestions des données sensibles, avec l'intégration des intelligences artificielles dans les différents modèles des entreprises. Donc la couverture cyber va devoir également être renforcée. Et puis après, on a des garanties spécifiques en fonction de la technologie et du secteur d'activité de l'entreprise. C'est complètement différent si on s'adresse avec une medtech qui va avoir une conformité, une réglementation liée à son activité de santé, ou avec un éditeur de logiciel qui va faire un logiciel comptable. Donc finalement, si tout a déjà été anticipé, tous les échanges liés à ces ajustements seront déjà beaucoup plus fluides, Mhm. peu importe les exigences de l'investisseur en face. Oui, c'est très clair. Et on comprend totalement l'importance ici de l'anticipation. Et la question qui me vient, c'est que du coup, assurance et levée de fonds, ça demande une Hmm. expertise particulière ou Ah pas bah, forcément? à 100%. À 100%. Euh, on a vu là, dans tout ce que j'ai expliqué, l'importance de la maturité face au risque. Euh, mais de façon encore plus concrète, si on parle financement, si on parle valorisation, qui sont quand même le cœur du sujet de la levée de fonds, Oui. si on n'a pas optimisé le coût des assurances avant la levée de fonds, ça impacte directement le PNL et donc la valorisation. Donc, outre la compréhension que nous, chez Aluna, va avoir sur le secteur technologique et sur la technologie et comment sécuriser finalement la technologie de l'entreprise, l'expertise que nous avons sur les enjeux liés à la levée de fonds et sur la compréhension des exigences et des demandes de l'investisseur, c'est ça le facteur clé d'un programme d'assurance adapté. Mhm. Et il faut également savoir que nous, chez Alinov, dès que l'entreprise va rentrer en discussion formelle avec les investisseurs, on va les prendre en charge, ces discussions techniques. On ne va pas laisser le dirigeant seul négocier justement avec ses investisseurs. On va avoir tous ces échanges techniques liés au sujet d'assurance pour pouvoir l'accompagner. Et on le voit régulièrement lorsque les échanges vont être sur comment améliorer une couverture homme-clé pour justement protéger les profils qui portent les projets, qu'ils soient tech ou qu'ils soient liés à un développement commercial, hein. Ils vont Mhm. exiger des garanties supplémentaires pour couvrir leur mandat d'administrateur. Est-ce que c'est couvert? Comment c'est couvert? Est-ce qu'ils vont demander, exiger potentiellement une data room sécurisée pour accéder facilement et rapidement au contrat? Est-ce qu'aujourd'hui votre assureur ou votre courtier peut vous accompagner sur ce sujet? C'est directement le cœur de notre expertise. Euh, le dirigeant, lui, doit se concentrer sur le cœur des négociations et comment travailler avec ses investisseurs. Il doit pouvoir s'appuyer sur son équipe dédiée. Donc, on crée une équipe dédiée chez Linov pour gérer justement tous ces sujets d'assurance. D'accord. Et ce que je comprends ici, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce qu'il faut, c'est s'interroger sur la capacité de son courtier actuel à accompagner les nouvelles ambitions de Mm. l'entreprise. Et on va pas parler ici de mettre à jour l'assurance de ses locaux, mais de gouvernance, de stratégie financière et de risk management, c'est ça? Bah oui, et puis les cycles de croissance d'entreprise tech qui sont particuliers. C'est pas une entreprise, on va dire, classique.
Et la levée de fonds, c'est une partie intégrante. Les entreprises tech sont les entreprises qui vont aller chercher justement du financement par le biais de la levée de fonds. Oui. C'est fini les années d'euphorie. Les années d'euphorie qui étaient marquées avec des valorisations énormes, qui étaient extrêmement élevées. Là, c'est la rentabilité qui est redevenue centrale. Et les investisseurs, ils vont privilégier non pas simplement des idées, des projets, même si le projet peut être le plus intéressant possible sur le papier, mais ils vont aller chercher justement les modèles d'affaires qui sont solides et qui sont structurés. Et l'assurance, c'est pas le seul critère dans cette structuration, mais elle en fait partie. Et souvent, comme tu le disais en introduction, elle est souvent mise de côté. Euh, donc il faut que la personne, le courtier, l'agent général, l'assureur, peu importe qui vous accompagne, mais il faut qu'en tout cas que cet accompagnement, il soit capable d'évoluer au même rythme que vous allez accélérer une fois que la levée de fonds justement va rentrer dans sa phase finale. Et chez Nov, on est en capacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a cette double lecture. On a la lecture de la technologie sur les différentes verticales qu'on sécurise, mais également sur la partie compréhension du financement. Oui, et au fond, s'il y a une idée qu'on aimerait que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'une levée de fonds ne se prépare pas uniquement avec un bon pitch ou un bon business plan, elle se prépare aussi en construisant une entreprise solide capable d'accompagner la croissance. Et oui, et cette solidité, ben, elle passe par une bonne anticipation des risques. Je pense que ça, j'en ai largement parlé, Ouais. parce qu'une assurance bien pensée, elle n'est pas simplement là pour indemniser un sinistre. Elle est là pour permettre aux dirigeants et aux investisseurs d'avancer avec davantage de sérénité et de pouvoir s'impliquer au max finalement dans le projet qu'ils vont porter. Merci Quentin pour toutes ces précisions et merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner au podcast de Ninov et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode consacré aux enjeux des entreprises technologiques. À bientôt, que ce soit sur notre podcast ou également par le biais des vidéos que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube directement. À bientôt.